Bien, bienvenue à nos auditeurs. Vous écoutez Gone with the Stream, un podcast dédié à l'analyse des enjeux actuels du cinéma et de l'audiovisuel. Pour ce 4e épisode, je suis en compagnie de Léo Alias. Bonjour. Bonjour. Et nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Olivier Grandjean. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général des cinémas Pathé Gaumont en France. Rappelons que Pathé est le circuit de salles leader en Europe continentale. En outre, Pathé Gaumont dispose de plus de 1300 salles et 80 cinémas dans l'Hexagone. Vous êtes par ailleurs président du syndicat Uniciné et président délégué de la FNCF, Fédération nationale des cinémas français. Pour commencer cette interview, est-ce que vous pouvez évoquer un peu plus en détail votre parcours personnel, votre carrière dans le monde des salles de cinéma ? Alors moi, j'ai fait une autre école de commerce que la vôtre, qui était l'EDEC à l'époque, avec un peu de Dauphine, où je me suis fait quelques amis. Là, j'ai commencé dans le pétrole, figurez-vous. Voilà, l'industrie pétrolière pendant quelques années et il y a 28 ans de ça, on m'a proposé à l'époque où le cinéma était encore fait de petits exploitants séparés, où il n'y avait pas de multiplex, et, les groupes cherchaient, enfin les boîtes ça n'existait pas en fait, cherchaient des gens qui avec des formations différentes, qui étaient des fous de cinéma, ce qui était mon cas. J'étais un passionné de cinéma déjà à l'époque, mais jamais j'aurais pu penser que je pourrais travailler dans ce secteur. Et en fait, c'est le moment, alors ça paraît une éternité il y a 28 ans, mais j'ai commencé chez Pathé il y a 28 ans, et ils ont recruté des premières personnes de grandes écoles en disant il faut qu'on change passe du côté artisanal à un côté un petit peu plus professionnalisé tout ça, et la création de ces grands cinémas qui n'existaient pas du tout, le premier était un Pathé en 93, et j'ai été le premier directeur d'un cinéma du premier multiplex de France. C'était à Toulon, en région toulonnaise même, en banlieue de Toulon, et depuis les multiplex en 20 ans se sont multipliés, les groupes ont grandi, et moi j'ai grandi avec la boîte en fait, finalement, où je me suis occupé, je commençais dans l'exploitation de salles en tant que directeur de salle, je me suis occupé du marketing, je me suis occupé longtemps de la programmation, l'alimentation des achats entre guillemets des films en salle. Je me suis occupé du développement en France, à l'international, et au final aujourd'hui j'occupe la direction générale, donc après 28 ans de bons et loyaux services dans la société Pathé. Et donc, vous êtes chez Pathé depuis 28 ans, comme vous l'avez dit. Vous avez donc vécu le bouleversement qu'a été l'émergence du streaming, j'imagine. Et ainsi, pouvez-vous nous dire comment Pathé a réagi face à cette nouvelle concurrence et quelle stratégie adoptez-vous actuellement ? D'ailleurs, c'est récent, hein, l'accélération du streaming. On parle d'un truc il y a 2-3 ans en fait, qui existait un peu avant le Covid, mais 2019, ça a été une année record dans le cinéma en France, la deuxième meilleure année de tous les temps. Voilà, donc c'était, on partait d'une année où le sujet du streaming était un sujet, on va dire, annexe, existant, mais qui était pas fondamentalement quelque chose de menaçant en tous les cas. Donc tout ça, c'est extrêmement accéléré en peu de temps. Alors, le streaming à la base, c'est plutôt le concurrent principal, non pas des salles de cinéma, c'est le concurrent principal de la télé linéaire et du DVD. Le marché qui s'écroule, qui avait commencé à s'écrouler avant et qui poursuit son écroulement, c'est celui du DVD physique. Je ne parle même pas de la location qui était morte depuis bien longtemps, mais vous vous souvenez que c'était Netflix qui a inventé quasiment la notion de location, d'envoi par courrier. Donc ils ont été à la base de beaucoup de choses. Voilà, le streaming, c'est devenu un concurrent à plusieurs titres. Ensuite, c'est un concurrent en temps disponible, plus qu'en expérience. Voilà, le temps que vous passez à regarder des séries ou à jouer sur des jeux vidéo, c'est du temps que vous pouvez potentiellement passer en moins en salle de cinéma. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on a le temps n'est pas extensible. Après, il y a plusieurs types de streaming. Il y a des plateformes qui sont des plateformes, on va dire presque natives. C'est Netflix, donc c'est le métier de montrer du contenu audiovisuel pur. Vous avez un peu des plateformes hybrides, genre Amazon, dont c'est un élément parmi d'autres qui est pas le premier, mais ils ont beaucoup d'argent, donc ils produisent des films. Et puis vous avez des plateformes qui sont issues des studios et qui sont donc Disney, Warner avec HBO Max qui est pas encore arrivé en France, qui va arriver, Paramount Plus demain, Universal, donc tous ces gens dont le métier de base était de concevoir des films pour le cinéma, qui d'un seul coup se mettent à aussi être des streamers et à proposer des films donc c'est déjà pas exactement la même concurrence en fait. Ces gens-là ont une approche de la profession complètement différente. Ils nous challenge sur plein de domaines, hein. Ils nous challenge, alors il y en a beaucoup. Le premier, c'est des gens comme Netflix qui ont beaucoup d'argent, produisent des films qui potentiellement pourraient être produits pour la salle,
Donc c'est des œuvres audiovisuelles, mais on considère, c'est pas des voilà, et ils se les réservent pour leur plateforme. Donc on peut supposer, même si ça c'est pas nouveau, en gros que ces œuvres-là auraient pu potentiellement être produites par d'autres gens et arriver en salle. Mais on a envie de dire, c'est leur métier, c'est produire des contenus, des films, et ils vont chercher des gens dans le cinéma, beaucoup, pour créer une forme de, non pas de confusion, mais en tous les cas de parallèle. Ils aiment l'idée de l'image de la salle sans vouloir rentrer dans une chronologie en France qui serait de dire, je mets les films d'abord en salle et je les mets ensuite sur ma plateforme. Eux considèrent qu'ils doivent mettre ce qu'ils produisent, ils aimeraient pouvoir le mettre en salle, mais au même moment que sur la plateforme. Donc ça marche pas. Ça marche pas nulle part dans le monde, ni en France, ni dans d'autres pays. Il y a toujours cette fenêtre d'exclusivité salle. Ça, finalement, c'est pas j'ai envie de dire, c'est pas forcément les plus dangereux, Netflix. Ils font leur travail. On arrive à discuter avec eux. Amazon, c'est un peu dans le même mood. Ils ont pas une vision cinématographique très forte. C'est des contenus parmi l'ensemble de leur Amazon Prime. D'ailleurs, il y a pas d'abonnement particulier pour l'audiovisuel chez Amazon. C'est compris dans leur forfait Amazon Prime où on achète. Enfin, voilà, c'est un élément parmi plein d'autres. Donc c'est pas, ils n'ont pas une vision, on va dire, à ce stade de concurrence. Il faut qu'ils alimentent leur parc d'abonnés. Donc ils trouvent des choses pour le valoriser. Les troisièmes, et pour moi aujourd'hui, à ce stade, ce sont les plus dangereux, même si ce sont nos partenaires historiques, ce sont les studios. C'est-à-dire que les premiers ont été Disney. Voilà, Disney était totalement focalisé avant sur les revenus salles, etc. Aujourd'hui, leur priorité, c'est plus la salle, c'est clairement leur plateforme. Et pour ça, ils sont prêts à faire beaucoup de choses pour conquérir de leurs abonnés, et notamment à sacrifier des films qui potentiellement aller en salle chez eux habituellement, qui aujourd'hui ne vont plus en salle. Donc on est en train, avec Disney, d'avoir des discussions, voilà, ils font ce qu'ils veulent, mais compliquées de certains films, notamment familiaux, qui pendant des années sortaient en salle et qui aujourd'hui vont directement sur leur plateforme pour attirer des gens. Donc ça, c'est un vrai sujet, puisque potentiellement, on assiste à une sorte de raréfaction des œuvres proposées en salle. Chacun cherche un peu sa voie. En fait, on est encore qu'au début. Donc chaque studio aujourd'hui est très très concentré sur le développement de sa plateforme, quitte à un peu sacrifier la salle. Évidemment que les plus gros films continuent à sortir en salle, les Batman de Warner, etc. Il y a trop d'argent à récupérer. Aujourd'hui, ils font pas le choix de les mettre directement en plateforme. Mais malgré tout, il y a un film moyen qui a historiquement alimenté un petit peu quand même nos cinémas et l'ensemble commence à disparaître un peu et on se retrouve avec un grand écart entre des films d'auteurs plus petits ou des films comme ça et des énormes films américains qui continuent de sortir en salle et on manque un peu de films du milieu. Donc ça c'est un sujet en cours qui est pas du tout finalisé. Aujourd'hui, ils sont 100% plateforme et on voit bien que les plateformes comme Netflix commencent un peu à avoir leur modèle challengé et c'est pas si simple que ça de gagner de l'argent. Donc on n'est pas à l'abri. D'ailleurs, Warner, pendant un an aux États-Unis, on est protégé par la loi, a sorti ses films en même temps sur la plateforme et en salle. Ils ont vite rendu compte qu'en fait, ils perdaient énormément d'argent et qu'ils avaient plutôt intérêt quand même à respecter une forme d'exclusivité salle qui, dans le monde, est assez courte maintenant. Hein. Et à part dans des pays protégés comme la France où elle reste à ce niveau-là, aujourd'hui, c'est en gros 45 jours. Donc, vous avez 45 jours après la diffusion en salle, ça passe sur les plateformes des films qui ont produit. Là, on a déjà une forme, c'est pas de la concurrence, mais c'est d'appauvrissement potentiel, en tous les cas, de notre offre de films américains sur les marchés importants. Donc, c'est un vrai sujet de préoccupation. Après, là où les plateformes nous ont, je trouve, vraiment challengés, c'est sur le fait que déjà, elles proposent des contenus de grande qualité et elles ont remis un peu, voilà, c'est un peu comme Uber avec les taxis, quoi. Il y a au bout d'un moment, quand on n'est pas challengé, on se laisse un peu aller. Eux, ils ont beaucoup d'argent, donc ce qu'ils proposent est extrêmement, le degré d'exigence qu'ils ont sur leur contenu est forte et surtout que ça challenge la production dans tous les pays en disant, voilà, il faut nous aussi qu'on fasse attention à ce qu'on met en salle, on peut plus se contenter de faire un film avec 3 francs 50 et de le mettre en salle et ça marchera. Ça a été le cas à une époque, hein, on pouvait se permettre d'être peu exigeant. Aujourd'hui, ça renforce le degré d'exigence de ce qui sort en salle, donc ça c'est positif. Et la deuxième chose positive, c'est qu'ils ont de la data, voilà, ils gèrent une relation client que
personne ne gérait jusqu'à maintenant. Donc ça nous a énormément fait réfléchir et ça nous a obligés à nous réinventer un peu. Alors, Pathé Gaumont là-dessus est plutôt très en amont. Aujourd'hui, on gère de la data, on essaie de passer en gros d'un monde d'exploitation où la transaction était l'alpha et l'oméga à une relation qui est beaucoup, enfin, une relation client qui est beaucoup plus relationnelle, qui est beaucoup plus qualitative. Donc aujourd'hui, il y a la venue en salle, mais on travaille avec on parle à nos spectateurs avant la salle. On a plusieurs millions de gens en base qui nous autorisent à communiquer avec eux. Donc voilà, on commence, on fait du CRM, on travaille avec les distributeurs aussi qui ont des films qui n'ont pas accès eux. Bizarrement, ce sont des gens qui n'ont pas de spectateurs, les producteurs de films ou les studios. Ils fabriquent des films et le client final, en fait, c'est nous. Enfin, c'est nous qui l'avons en lien direct. Donc, on a une arme assez importante, c'est qu'on sait qui va au cinéma, combien de fois, à quel âge, à quelle période, et toute cette valeur, on l'utilise pour parler à nos spectateurs avant, après. On crée une relation beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ce qu'était l'exploitation il y a encore 5 ans. À ce sujet-là, vous avez évoqué tout à l'heure la programmation dans vos salles. Quels critères appliquez-vous lors de la sélection des films que vous souhaitez diffuser dans les salles Pathé Gaumont? Sur quoi ces critères sont-ils fondés? On a en gros, il y a un nombre de films qui sortent par an avec des gens qu'on connaît bien, avec qui on parle en permanence. Il y a très peu de films. On n'est pas des censeurs. Hein. Un exploitant, c'est un passeur de films. On n'est pas là pour dire ton film ne nous plaît pas du tout. On ne sort pas. L'important, c'est pas ce qu'on pense nous d'un film, c'est ce que potentiellement on peut en faire en discussion avec effectivement un distributeur et quel est le bon cheminement en salle pour le proposer à la bonne clientèle. Donc, il y a des films qui vont sortir sur la France entière, des films qui vont sortir sur des salles plus réduites, sur une typologie de salle. Mais alors évidemment, chaque salle a un peu des particularités, que vous soyez centre-ville, extérieur, voilà, VO, VF. Il y a des singularités, mais globalement, on peut pas dire qu'il y a un critère, il y a pas des critères de sélection. Ça se fait sur une base de discussion intelligente, sachant que le distributeur a les droits du film, donc s'il veut pas vous le donner, il vous le donnera pas. Et nous, si on veut pas le donner à la salle, on le donnera pas. Donc tout ça se fait en harmonie. C'est de l'achat et de la vente, mais sur un mode beaucoup plus partenarial que ce qu'on a dans de la grande distribution. On se met d'accord sur une sortie qui correspond au potentiel d'un film. Le plus important, c'est de déterminer quel est le potentiel du film, à qui il s'adresse, et en fonction de ça, une fois qu'on a compris quel était le film, c'est pour ça qu'on les voit, on le dispose dans les meilleures salles possibles qui correspondent au type de film. Peut-être quand même pour approfondir cette thématique de l'exploitation des salles, on a lu récemment dans un article du Monde que la tendance actuelle indique que les films d'auteur peinent à retrouver leur public en salle suite à la crise pandémique, et savoir comment vous interagissez avec ce type de film. Est-ce que concrètement, vous leur accordez une attention particulière dans le cadre de la diffusion dans vos salles? Les films qui ont le plus souffert, c'est paradoxalement, c'était ni les plus gros films, ni les films les plus auteurs. C'est des films un peu du milieu. Des films qui ont une valeur commerciale assez moyenne, et qui ont une valeur artistique assez moyenne aussi. Hein. Je vous épargne le nombre bon, il y a 700 films qui sortent par an, le nombre de films de comédie un peu médiocres voilà, qui se retrouvent. Ces films-là aujourd'hui, effectivement, aller payer 10, 12 euros pour aller voir ça, ça n'a plus de sens en fait. Il y a une offre suffisamment forte justement effectivement via les plateformes pour perdre en intérêt sur ces films-là. Sur les films d'auteur, d'ailleurs, comme sur les gros films, c'est un peu le même système. Les entrées, elles se polarisent de plus en plus. Donc ça veut juste dire qu'il y a des films d'auteur qui marchent mais très très fort, et effectivement des films qui ne marchent plus du tout. Il y a encore quelques années, effectivement, il y avait une forme de consommation, on va dire moyenne, minimum, sur quelle que soit la qualité d'un film. Aujourd'hui, les gens sont sans doute mieux informés, ils sont plus sollicités, donc ils font beaucoup plus de choix qu'avant. Et ça, c'est aussi valable, je répète, sur des films importants que sur des films d'auteur. Donc, moi, je dirais pas qu'il y a une perte d'attractivité forcément des films d'auteur, mais en revanche, oui, il y a une polarisation sur certains titres plus que sur d'autres, plus qu'avant. Donc effectivement, il y a des films qui disparaissent très vite ou qui n'existent même pas, qu'on sort en salle mais qui ne trouvent pas leur public. À partir de là, on a un réseau comme UGC, je suis pas en train qui permet de sortir absolument l'intégralité des films qui sont proposés sur le marché.
Après, vous aurez toujours des gens qui vont se plaindre en expliquant que les films marchent pas parce qu'on les tient pas, mais les réalités, c'est que c'est quand même le spectateur qui, au final, s'intéresse ou pas à un film, et qu'il y a un sujet d'attractivité des films, voilà, sur le marché. Et ce qui est sans doute vrai aussi, c'est que les jeunes sont revenus assez vite au cinéma, paradoxalement. Enfin, ou alors, il y a peut-être une logique à ça, mais en tous les cas, les gens un peu plus âgés qui constituaient la base, le fameux public, entre guillemets, Télérama, de gens plus de 50 ans qui faisaient un peu la base des spectateurs de ce type de film auteur, est moins revenu au cinéma. Ça, c'est une réalité. Alors, on ne sait pas si c'est conjoncturel, structurel. C'est une vraie question de fond. Tout le monde s'interroge, on verra bien. Et c'est vrai que ces films-là, ces personnes-là alimentaient une catégorie de films qui était un peu plus en fragilité. Mais oui, de toute façon, l'exploitation, elle subit elle vit avec des engagements de programmation, qui sont des engagements discutés avec nos autorités de tutelle, le CNC, et qui nous obligent, mais de bon gré d'ailleurs, à participer à la diversité de l'offre en salle, ce qui est capital. D'accord, merci beaucoup. Mais donc justement, pour approfondir cette thématique de la fréquentation des salles, de l'âge des populations qui viennent en salle, donc vous l'avez dit, les jeunes sont plus revenus que les personnes plus âgées. Néanmoins, entre 2010 et 2019, les salles de cinéma ont perdu 19 millions de spectateurs de 11 à 24 ans, remplacés par 20 millions de 50 ans et plus. Est-ce que vous pourriez nous partager votre pronostic vis-à-vis de cette population en salle pour l'avenir du cinéma en France? En valeur absolue, le nombre de jeunes qui vont au cinéma, il n'a pas diminué en fait. C'est juste qu'il s'est un peu, effectivement, en valeur relative, noyé dans le fait que de plus en plus de gens plus âgés sont venus au cinéma. Donc ça, c'est quand on répète en 2019, on fait 213 millions d'entrées sur le marché. On a un poids effectivement des gens plus âgés qui s'est renforcé, ça c'est vrai. Maintenant, il faut pas se cacher la réalité. On n'a pas une alerte jeune aujourd'hui, mais on se pose des questions. Est-ce que on arrive sur une catégorie de gens, je ne demandais pas le nom des générations, je me mélange dans les lettres, mais qui est né avec Internet et les plateformes. Et aujourd'hui, on a énormément de mal à savoir si ces gens-là, ces jeunes-là, continueront à aller au cinéma dans 5 ans, dans 10 ans. C'est un vrai enjeu. Voilà, on est très vigilant là-dessus. On a plein de façons de les attirer encore, mais ce qu'on constate malgré tout, et ça c'est général, c'est qu'on parlait de concurrence au début, c'est que les gens qui mangent de l'image, ils les mangent sur tous les supports. En fait. Donc nos plus gros clients de cinéma, c'est les plus grands consommateurs aussi de plateformes. Il n'y a pas de secret. On aime les films, on aime et c'était déjà pareil sur Canal à l'époque quand ils ont explosé. Nos plus grands spectateurs étaient les gens abonnés sur Canal où il y avait tous les films qu'on pouvait pas voir ailleurs. Donc il y a pas nécessairement une antinomie. Il y a un nouvel équilibre effectivement à trouver entre comment on continue à dire aux gamins, et c'est un sujet même politique, école au cinéma, collège au cinéma, lycée au cinéma, c'est fait pour ça. Donc oui, il y a un enjeu d'accompagnement des jeunes générations vers la salle de cinéma, mais je répète, cette expérience salle, c'est un des rôles de l'exploitant de demain, c'est de continuer à la nourrir pour qu'elle reste quelque chose de particulier. Ça passe par la qualité de ce qu'on propose, par la taille des écrans, par le confort, par les films évidemment. Ça c'est pas nous qui les produisons, enfin produit dans notre groupe Pathé, mais c'est hyper important que les gens qui fabriquent les films pensent au fait que il faut que les jeunes continuent de venir au cinéma et trouver des produits et des films et des contenus culturels. Il y a plein de sortes de films qui vont du loisir à la culture à sortir en salle. Donc pour les personnes plus âgées, pour répondre, ils finiront par revenir. Il y a encore déjà ils reviennent quand il y a un film important, ils sont là en fait. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils viennent plus aussi fréquemment et aussi facilement qu'avant. Et pour vous donner un dernier exemple, on a un système de carte d'abonnés, le Pass, qui est en gros de l'abonnement illimité. On n'a pas du tout diminué notre nombre d'abonnés en fait.
paradoxalement, on a toujours autant de gens inscrits, mais ce qui est vrai, c'est que leur consommation de cinéma moyenne a diminué. En fait. On tentait, c'est pas grave. De toute façon, le principe de l'abonnement, c'est qu'on paye pas, enfin qu'on l'a payé une fois, mais qu'on peut voir autant de films qu'on veut après. Donc là, la prise de risque est nulle, si ce n'est que c'est du temps. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que même avec cet abonnement illimité, les gens ils choisissent, ils se désabonnent pas, mais ils sont plus sélectifs sur ce qu'ils vont voir. Donc ça doit nous interroger sur le cœur, c'est le contenu. J'ai travaillé, comme je le dis, à la programmation très longtemps. Les gens ils viennent avant tout en salle pour voir un film. Donc ça c'est la base de la base. Après nous, en tant qu'exploitants, il faut qu'on se débrouille pour que le film soit le mieux montré possible, que tout ce qu'il y a autour soit le mieux géré possible, que les gens aient une expérience de clients, là, pas que de spectateurs, qui soient vraiment positives et qui se disent, moi, quand je vais dans une salle de cinéma, c'est ce qui explique la digitalisation. Aujourd'hui, on réserve, on est placé, on a plus de queue à faire, normalement, en tout cas chez nous, le moins possible. Tout ça contribue au fait que on fluidifie notre parcours client et que les gens qui, je répète, se déplacent que quand il y a des films. Quand il n'y a pas de film, les gens ne viennent pas au cinéma. Il n'y a pas de débat. Faut pas inverser le truc. Mais les films ont besoin de salles et nous, on a besoin de films. Donc, pour finir un peu cette interview, on va poser deux petites questions un peu plus légères. Est-ce que vous auriez un film actuellement au cinéma à conseiller à nos auditeurs? Oui, mais qui ne sont pas encore sortis. Si, c'est sorti. Là, le Avazanissus qui faisait l'ouverture de Cannes, c'est vraiment très sympa. C'est Coupé, qui est un drôle, intelligent, qui parle de cinéma, mais c'est vraiment très, très, très sympa. Et est-ce que vous pouvez nous donner aussi un de vos films préférés? Allez, un français et un pas français. Un pas français, je dirais, certains l'aiment chaud. On peut le voir 1 million de fois sans jamais se lasser. Quand on n'a pas le moral ou qu'on a envie de se faire plaisir, on regarde. Et en film français, parce qu'il y a des films. Il y a des films fantastiques. Un film dont on peut ne pas se lasser et revoir et revoir et revoir. Tiens, je dis Un dimanche à la campagne de Tavernier, qui est pour moi un film magnifique, très très beau, très très beau. Voilà, ou Le Mépris aussi, de Godard. Alors, c'est un peu des classiques tout ça, mais c'est des films qu'on peut, en tout cas, voilà, on peut revoir sans fin, sans fin. Bon, très bien. Merci. Merci infiniment, Olivier Grandjean, pour ce temps d'échange passé avec nous. Nous remercions également donc, nos auditeurs et leur donnons rendez-vous dans le prochain épisode. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux Instagram et Facebook. À très bientôt.